Je suis très souvent en fait à ce séminaire de rentrée que j'adore. Donc merci Melchion. J'avais fait une intervention sur effectivement le métier de l'investissement il y a de ça 5-6 ans, je me souviens plus très bien, à vrai dire. Et bon, c'était assez marrant parce que on est dans un environnement ici où, si vous connaissez un peu Melchion Chassagne, ils ont un petit sujet psy, à mon avis, avec les investisseurs. On a des gros débats de temps en temps. Alors, premier truc à dire, c'est que, de mon point de vue en tout cas, et on peut en débattre, il n'y a pas de good guys et de bad guys. Il n'y a pas d'un côté les super entrepreneurs, ils sont gentils, mignons, etc. Et puis, il y a de l'autre côté les investisseurs, c'est les cow-boys, c'est les méchants. Ils arrivent, ils prennent tout. Et puis, ils bouffent les entrepreneurs, ils leur volent leur entreprise, etc. C'est pas comme ça que ça marche. Ça serait étonnant. Cela dit, il y a des relations, effectivement, entre entrepreneurs et investisseurs qui sont des relations plutôt fortes, professionnelles. Les mêmes, en gros, que vous avez, vous, avec vos clients, avec vos fournisseurs et avec vos employés. Vous ne leur faites pas spécialement de cadeaux. Vous défendez vos intérêts. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous réussissez quand vous réussissez. Voilà. Mais les entrepreneurs, finalement, enfin les investisseurs, pardon, finalement, c'est des entrepreneurs comme les autres. Donc c'est des gens qui ont des clients, on va voir lesquels. Ils ont des gens avec qui ils bossent, c'est vous. Et ils défendent leurs intérêts. Parce qu'ils sont payés pour ça par leurs clients. Donc, de la même façon, vous défendez l'intérêt de vos clients en vous battant avec vos fournisseurs. Eh ben, eux, ils défendent l'intérêt de leurs clients en se battant avec vous. Alors, ils se battent avec vous, et comme vous ne faites pas que vous battre avec vos fournisseurs, vous collaborez aussi, ben, ils collaborent aussi. Donc, ça fait une relation effectivement un peu compliquée. Mais en fait, on en retire souvent, et moi, ça m'a pas mal surpris quand j'étais entrepreneur. J'ai mis pas mal de temps à comprendre comment ça fonctionnait. J'avais levé de l'argent auprès d'investisseurs sur ma première boîte avant qu'elle soit vendue à un groupe canadien. Ça s'appelait NetSystem. On avait levé de l'argent auprès de Kleiner Perkins, Cofield & Byers, gros fonds américains. Dans ma deuxième boîte, j'avais relevé de l'argent pour faire un LBO partiel avec Ciparex. Et ça avait été mon premier contact avec les investisseurs. Donc au début, on ne comprend pas, on apprend sur le tas un peu, etc. Comme on le disait tout à l'heure, on interroge des copains qui y sont passés, on essaie de comprendre ce qui va se passer. Voilà. Et puis j'ai franchi la barrière, j'ai fait effectivement 4 ans d'investissement dans un fonds qui aujourd'hui s'appelle Idinvest, qui est un gros fonds français. J'en suis parti parce que en fait je m'y ennuyais. Tout simplement, c'était pas assez terrain pour moi. Moi, j'aime bien prendre des coups, j'aime bien prendre des claques, j'aime bien aller me battre un peu sur le terrain. Et les investisseurs, c'est un métier d'entrepreneur, mais où on est moins en contact, évidemment, direct avec les clients et avec le terrain. J'ai gardé d'excellentes relations et même je continue à travailler avec eux. Je suis administrateur de fonds chez Idinvest. Donc, j'ai vraiment pas de problème avec ce métier-là. Mais c'est vrai que l'image qu'on en a souvent à l'extérieur, ça reste ça. Ça reste l'image. Je pense que sur la plage, vous vous êtes peut-être laissé aller à lire Grazia ou People ou je sais pas quoi, ou Voici, où vous voyez des trucs comme ça. Vous y croyez pas à ces histoires quand vous les lisez. Et bizarrement, vous croyez à ça. Qu'on lève de l'argent, que c'est super facile, que lui, il a levé de l'argent avec pratiquement rien. Et alors, évidemment, c'est en partie vrai. De la même façon que quand vous lisez People, Grazia, etc., c'est en partie vrai. Il y a un petit fond de vérité, souvent dans les histoires, mais après, qui est tellement romancé, déformé, et là, c'est la même chose. Donc oui, on voit ça. Je vais aller tout... Voilà, ça, c'est un cas réel. C'est une société créée par un jeune centralien, Anevia, ça s'appelle la société. C'est une très belle société aujourd'hui. Et donc, avec quelques copains, ils avaient monté une boîte qui vendait des cartes vidéo pour faire du transfert de vidéos dans des réseaux privés. Et alors, on voit leurs chiffres, fonds propres, création 2003, fonds propres, chiffre d'affaires, etc. Des pertes, et puis ils lèvent de l'argent. En l'occurrence, ils annoncent en 2005 une levée d'1,5 million et ils donnent à peu près un tiers de leur capital. Et c'est vrai que ça interpelle. On se dit, mais comment des gens sérieux, Caisse des dépôts et consignations,
peuvent investir dans une société en 2005 sur la base de ces chiffres-là, en finalement faisant apparaître une valeur de 3 millions d'euros. Pré-monnaie, 4,5 millions post-monnaie. Autre exemple, pareil, 4 gamins de 20 ans hein, de Centrale qui créent Nasqueo. Alors ça va encore plus vite. Ils créent la boîte en 2006 et en 2007, ils sont valorisés 7,8 millions. Donc c'est en partie vrai. Il y a une part de vérité. Et donc on rêve et on se dit mais c'est génial, on peut lever de l'argent. Et en effet, en partie vrai aussi, c'est que quand on regarde en France, on a à peu près un petit milliard d'euros qui est investi par an dans des entreprises en venture. C'est à peu près, oui, ça oscille, ça dépend des périodes. Donc oui, il y a une partie de vérité. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est essayer de comprendre ce qui se cache évidemment derrière ça. Alors, c'est assez facile. Hein. Il y a une première chose, alors bon, ça vous l'avez compris, une entreprise a besoin d'argent, elle décide de faire appel à un investisseur. Ce n'est pas automatique. Hein. On va voir qu'il y a un certain nombre de critères. Il y a beaucoup d'appelés et très très peu d'élus. Et l'investisseur, dans le bon cas de figure, si on considère que c'est un bon cas de figure de lever de l'argent, on pourra revenir dessus, eh bien, met de l'argent dans la boîte, dans une augmentation de capital. Alors, il y a un truc que je pense que personne ne voit vraiment bien côté entrepreneur, mais qu'il faut absolument bien comprendre, c'est que l'investisseur devient à ce moment-là copropriétaire de votre entreprise. Et de la même façon que vous, si vous êtes propriétaire d'un appartement, vous avez envie de décider si on va refaire ou pas la cage d'escalier, vous avez envie de décider si on va refaire ou pas le ravalement de votre immeuble, parce que vous êtes copropriétaire, et bien de la même façon, l'investisseur devient copropriétaire. Il considère que votre entreprise, ça devient en partie la sienne. Alors il y a des mythes, on parlait des mythes de l'entrepreneur. Moi j'aime bien ce mythe aussi de l'entrepreneur qui considère c'est un peu la paternité biologique. Moi je suis le père biologique de mon entreprise. Eh ben, les investisseurs, c'est les pères adoptifs, ou les mères, hein, si vous voulez. Et une mère ou un père adoptif, il considère que son enfant de la même façon que si c'est un père ou une mère biologique. Donc, ils vont revendiquer, ce sera plus ou moins exprimé, mais ça, il faut que vous le sachiez, ils vont revendiquer que, entre guillemets, votre boîte devient en partie leur boîte. Et vous verrez beaucoup d'investisseurs parler de leurs entreprises. Alors vous, entrepreneurs, ça peut vous choquer. Si vous pouvez dire, mais enfin, ils y sont pour rien, les mecs. Hein. Nous, on l'avait créé il y a 2 ans, la boîte. C'est la nôtre. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ben, dans leur tête, ils sont copropriétaires. Et ils le sont vraiment, dans leur tête, dans leur tripes, etc. Alors, comment est-ce que ça fonctionne, un investisseur ? Un investisseur, c'est un entrepreneur. Il a un métier, comme vous, des clients, des fournisseurs comme vous. Et lui, en fait, son métier, c'est quoi ? C'est d'aller auprès de clients, qu'on appelle des souscripteurs, et leur dire, les gars, vous avez beaucoup d'argent à gérer, vous faites des investissements immobiliers, vous faites des investissements en bourse, vous faites des investissements à droite, à gauche. Est-ce que vous investiriez pas un peu de votre argent dans des entreprises non cotées ? Voilà. Et pourquoi est-ce que vous allez nous confier de l'argent ? Parce que nous, on va le placer, cet argent, dans des entreprises non cotées, des petites boîtes, plus ou moins grosses, avec un très fort potentiel de création de valeur. Alors, on va revenir sur le modèle. Ce n'est pas n'importe quelle boîte qui cherche. Et puis, on va investir dans ces boîtes. On va prendre une part de leur capital. On va les accompagner dans leur croissance. On va sortir de ce capital. On verra comment. Il y a des contraintes très fortes pour vous. Et à ce moment-là, l'argent qu'on va récupérer, on espère que quand on aura investi dans la Startup 1 ou la Startup 2, on va récupérer plus d'argent qu'on en a mis. Eh bien, cet argent, on va vous le rendre. Et on va vous le rendre parce que le produit, l'offre que l'on vous fait à vous, monsieur client, c'est de gérer votre argent pendant un temps limité. Donc le contrat que l'entrepreneur investisseur a avec son client, c'est confiez-moi de l'argent, je vais vous en rendre déjà. Donc je vais redonner de la liquidité. Donc c'est le contrat qu'il a avec son client, et vous savez qu'un client c'est important et que vous n'avez pas envie de le décevoir. Parce que c'est lui qui vous paye. Donc là c'est pareil.
Ils n'ont pas envie de décevoir leurs clients. Voilà, on va vous rendre de l'argent. Alors, vous voyez d'ailleurs qu'on avait vu ça il y a 3-4 ans, je crois, dans un séminaire, un truc qui était absolument passionnant. Vous aviez fait intervenir une personne qui achetait des chevaux. Tu te souviens de ça, hein? Enfin, je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui avait vu cette intervention, qui était absolument géniale. Voilà, donc son métier à lui, ou le métier de ces gens, type d'investisseurs, c'est que, il avait de l'argent auprès de souscripteurs. Et la thèse, c'était, votre argent, je vais acheter des yearlings, des chevaux de 1 an. Et puis, il y a un certain nombre de ces chevaux-là, parce que je suis un bon acheteur de cheval, que je sais repérer les bons chevaux parmi les mauvais, il y en a un certain nombre qui vont être capables de gagner le Grand Prix d'Amérique. Et ceux-là, je vais les revendre à la reine d'Angleterre ou à un émir. Et puis, je vais gagner beaucoup d'argent. Et donc, je vais pouvoir vous rendre, à vous, souscripteurs, beaucoup d'argent. Il y en a d'autres qui font ça avec des œuvres d'art. Alors, les investisseurs, mais j'aime bien ce parallèle parce que finalement, pour eux, vous êtes un cheval ou un tableau. Ou un artiste, si vous voulez. Mais vous voyez le type de relation déjà qu'ils vont avoir avec vous. C'est-à-dire que vous n'êtes pas les clients de l'investisseur. D'accord ? Et moi, investisseur, si j'investis dans votre entreprise, mon objectif, c'est de faire gagner de l'argent à mes clients, ce n'est pas vous. Et pour gagner de l'argent, il va falloir que j'ai évidemment choisi la meilleure entreprise possible. Et puis, deuxième condition, pris la plus grosse part possible du capital de votre boîte. Logique, hein ? De la même façon que vous, quand vous avez des clients et des fournisseurs, si vous avez besoin de stylos parce que vous vendez quelque chose qui est à base de stylos et que vous achetez des stylos à un fournisseur, si les stylos, vous pouvez les acheter 10 € au lieu de les acheter 20, vous allez les acheter 10. Hein. Et si vous pouvez les acheter 5, vous ne vous gênez pas. Le fournisseur, il est là pour défendre ses intérêts. Donc c'est lui qui va mettre la limite. Hein. L'investisseur, il a aussi en face de lui, là en l'occurrence un entrepreneur, qui normalement sait défendre ses intérêts. Et alors on va être vigilant à ça, à essayer de conserver, au fur et à mesure qu'on va venir grignoter du capital chez vous, à conserver évidemment une super motivation pour vous pour gagner de l'argent. Parce qu'on sait très bien que c'est parce que vous serez motivé à vous lever le matin, à bosser comme des fous, qu'on a une chance de voir votre boîte se développer, et donc de l'avoir créé de la valeur, et donc nous-mêmes de gagner de l'argent. Donc notre limite, ça va être ça. Alors un chiffre d'ailleurs qui est assez marrant, hein, quand vous regardez les moyennes de détention de capital par le management, fondateur et manager, par le management des entreprises qui se cotent au Nasdaq, on est à 20% de détention de capital. 80%, c'est des investisseurs divers et variés. Moyenne de détention. Donc à la fin de l'histoire, si on peut dire la fin de l'histoire pour l'investisseur, au moment où il retrouve sa liquidité, au moment où il rend l'argent à ses souscripteurs, vous les entrepreneurs, vous êtes très contents parce que vous avez gagné et vous allez gagner beaucoup d'argent. Vous avez une très belle réussite. Mais capitalistiquement, vous avez été très fortement dilué. Et encore une fois, la limite, elle est votre motivation. Rien de surprenant à ça. Hein. Il n'y a pas les good guys, il n'y a pas les bad guys. Hein, on est en train de défendre nos intérêts. Alors, comment est-ce que ça se passe ? On lève des fonds. Je vais peut-être aller plus vite parce que je surveille l'heure. Joe, tu me dis, ou je sais pas. Voilà. On pourra revenir, si vous voulez, sur tout ça, mais en gros, on lève de l'argent. Étape numéro 1, on est tout à fait à gauche là, de notre schéma ici. Le plus d'argent possible qu'on est capable d'investir. Et puis, on fait un certain nombre d'investissements pendant ce qu'on appelle la période d'investissement. On suit un certain nombre de boîtes. Et puis ensuite, on sort. D'accord ? Alors, les conditions qu'on va mettre, en fait, alors on est payé comment ? Par des frais de gestion. C'est nos clients qui nous payent, c'est pas vous. Donc nos clients, les souscripteurs, pour nous rémunérer, nous permettent de piocher 1,5, 2%, 2,5% des montants qu'on gère pour leur compte, d'accord, par an. Et on est intéressé à la performance du fonds. Donc clairement, les souscripteurs ne sont pas totalement idiots. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de la rentabilité. Ils ne vous connaissent pas, d'accord, les souscripteurs.
C'est l'indirect. Hein. Donc l'affectio societatis avec vous, il est exactement égal à 0. Ils ne vous connaissent pas. D'accord. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de la perf. C'est de l'argent et de la perf. Et nous, on est là pour leur en donner. C'est comme ça qu'on est. Et pour qu'ils soient bien sûrs que c'est vraiment ça qui nous intéresse, ils nous mettent une carotte. Alors des carottes qui sont sympas, hein, qui peuvent rendre très très riches. On peut être aussi riche en étant investisseur qu'en étant entrepreneur quand on fait des bons deals. Donc c'est très très motivant. On reviendra peut-être dessus, mais est-ce que je vous sur ça? Ah oui, peut-être un petit truc quand même qui est marrant aussi à comprendre. C'est que le modèle du venture, on va parler du venture, puis on pourra éventuellement, si vous avez des questions, élargir un peu le sujet, c'est de trouver des champions olympiques. Donc le champion régional, ça ne l'intéresse pas. C'est pas que c'est pas bien d'être champion régional. Hein. C'est très bien d'être champion régional en soi. Et puis d'ailleurs, ça peut faire partie de sa vie. On peut être heureux en étant champion régional. Il n'y a pas que ça dans la vie. Mais les investisseurs, leur modèle, c'est de dire on va essayer de trouver des champions olympiques. On va essayer de trouver des Blablacar. On va essayer de trouver des Criteo. Et ils vont donc choisir des entreprises en sachant à l'avance que simplement 1 sur 10 y arrivera. Lavillenie, il n'a encore pas été champion du monde. Parce que c'est hyper compliqué, en fait, de faire un champion olympique. Mais ça arrive. Il est quand même champion olympique, Lavillenie. Et on peut espérer qu'un jour, il arrivera à être champion du monde. Voilà, donc, on cherche des boîtes très particulières. Première condition pour vous, si vous envisagez de lever des fonds, auprès de venture, encore une fois, hein, tout le monde n'a pas, tous les investisseurs n'ont pas les mêmes critères. C'est est-ce que vous pensez que vous pouvez être un Blablacar, un Criteo ou autre. Et si vous y pensez, ou si vous n'en avez pas envie, vive la liberté, hein, ça n'intéressera pas l'investisseur. Alors, l'investisseur, il sait ça, et donc c'est quelqu'un qui a l'habitude de se tromper, et qui est très à l'aise avec ça. Ça ne le gêne pas. Il passe sa vie à se tromper. Le modèle lui montre que quand il est absolument convaincu, quand il fait un deal, qu'il est face à un Lavillenie, en fait, ça n'est vrai, parce qu'il faut réunir tellement de conditions, ça n'est vrai qu'une fois sur 10. Mais tout va bien si c'est une fois sur 10. Et il sait aussi qu'il va faire un certain nombre de non-deals, pour des tas de raisons, qui en fait sont des champions. J'avais vu comme ça, Neolan. Neolan donc, a été racheté par Adobe, 500 millions de dollars. Ils étaient sur leur série B, leur deuxième tour. Je les avais vus à l'époque où j'étais chez Idinvest. Enfin, ça s'appelait pas Idinvest à l'époque, hein, c'était dans le groupe Alliance Private Equity. Et finalement, j'avais trouvé qu'ils étaient trop chers. Donc, on n'avait pas fait le deal. Bon, grosse connerie, hein, quand on voit quelques années après ce que c'est devenu. Mais ça ne pose pas de problème, ça fait partie du modèle. Donc, on cherche ça. Alors, comment est-ce qu'on fonctionne? Et je vais arrêter après avec ça, 5 minutes, ouais, très bien. Donc oui, on apporte de l'argent. Les chiffres que vous avez vus, ils sont vrais. Quand effectivement Naskeo annonce qu'ils lèvent 2,6 millions en donnant 33% de leur boîte, ça veut dire effectivement une valo à 7 millions et des brouettes, hein, alors qu'ils, voilà, encore une fois, ils font pas de chiffre d'affaires ou peu, etc. C'est vrai. C'est vrai, mais c'est pas toute la vérité. Et toute la vérité, c'est qu'on n'a rien sans rien et que les investisseurs disent « Ok, je rentre dans ton capital, mais à un certain nombre de conditions. » Et des conditions, pour certaines, qui sont des conditions sine qua non, parce que ça fait partie de leur modèle. La première condition, c'est la clause de sortie. Mes clients, ils veulent que je leur rende de l'argent, pas des titres. Ils me payent pour que je gère leur argent à leur place. Donc c'est comme si j'étais un maçon, je prends un contrat et je vais de nouveau vers mon client en lui disant écoutez, j'ai tout fait, j'ai pas fait le toit parce que ça, voilà, bah, continuez, faites-le à ma place. Bon, un investisseur ne peut pas ne pas sortir. Ne peut pas ne pas sortir, ça veut dire qu'au pire, il va vendre à ce qu'on appelle des fonds secondaires. Donc d'autres investisseurs qui ont un autre modèle, qui vont récupérer ce qu'on appelle les fonds de portefeuille, les fonds de panier,
à un prix pas très cher. Et eux, leur modèle, c'est d'essayer en 2 ans de faire des x2. Voilà, nous, ce n'est pas notre modèle. Mais donc, on va sortir. Alors, close de buy or sell, ça veut dire un truc très simple. Ça veut dire que contractuellement, on vous dira, on apporte de l'argent dans une augmentation de capital, pas de problème. Vous voulez garder 33%, vous voulez garder 66% de la boîte, pas de problème. Vous allez voir que cette histoire de pourcentage, elle ne veut pas dire grand-chose, en réalité, qu'il y a un gros marché de dupes là-dedans. Parce que vous, dans votre tête, vous pensez contrôle, nous, on pense valeur. Donc vous pensez que vous allez garder le contrôle avec 66%. En fait, vous allez voir que vous allez le perdre contractuellement, même si on ne prend qu'une position minoritaire. Et à commencer par l'idée que, OK les gars, on aura 33%, parfait, vous avez bien compris que nous, notre métier, c'est de servir nos clients, c'est comme vous. Nos clients, ils veulent une sortie à un horizon qui est défini. Donc dans 4-5 ans, vous nous donnez l'autorisation de vendre nos titres. Évidemment, on ne va pas arriver à vendre une position minoritaire dans une petite société à des grands groupes. On va essayer, mais il y a toutes les chances qu'on n'y arrive pas. Et donc, vous nous donnez d'avance l'autorisation de vendre la totalité des titres de l'entreprise à qui on veut et au prix qu'on veut. Au bout de 5 ans, mettons. Et là, l'option que vous aurez, c'est ce qu'on appelle un buy or sell. C'est soit vous vous substituez à l'acheteur qu'on aura trouvé, et très bien, vous rachetez notre position au prix qu'on aura trouvé. Nous, on s'en fout, qu'on vous le vende à vous, à la limite, tant mieux, ou qu'on le vende à un autre, c'est pas tellement notre sujet. Je caricature un peu, mais c'est en partie quand même tout à fait ça. Hein. Voilà, donc on vous le vend si vous pouvez le racheter, et sinon, vous êtes obligé à vendre avec nous. Donc ça, c'est une clause qui est quand même une clause très forte, parce que ça veut dire qu'il va y avoir un événement de sortie au moment où vous nous faites rentrer, dans un horizon qui est un horizon relativement court. L'ordre 5, 6 ans, 6, 7 ans, ça dépend des deals que vous pouvez avoir. Deuxième chose, c'est qu'on va essayer, nous, de se prémunir dans tous les scénarios qui sont des scénarios à la baisse. C'est-à-dire qu'en gros, on va vous dire, on veut bien investir dans votre boîte et on veut bien ne prendre au départ qu'une position minoritaire, 33%, ce qui fait que ça alimente les journaux, comme on l'a vu tout à l'heure. Hein. Mais attention les gars, c'est vrai si vous êtes un champion olympique. Et si on se rend compte au bout de 6 mois, 1 an, que finalement, on ne vous voit pas courir aussi vite que ce qu'on pensait, que vous n'atteignez pas un certain nombre de milestones, un chiffre d'affaires, un produit qui sort, des clients qui sont gagnés, une filiale qui s'ouvre à un endroit, à ce moment-là, automatiquement, on va vous demander, et on va le contractualiser au moment où on rentre, hein, pas dans 6 mois, on va vous demander d'être relué, c'est-à-dire d'avoir à ce moment-là plus de titres. Pour essayer, en vous disant, là mon gars, tu n'es pas en train de devenir un champion olympique, là tu es en train de devenir peut-être un champion national. Ce qui est pas mal, mais du coup ça ne justifie plus que nous, on n'ait pris que 33%. D'accord ? Donc on va proposer ça. On va proposer aussi des clauses qui sont... donc ça, c'est la clause de ratchet. Je pense que vous aurez les slides. Vous pourrez jouer avec, puis je vous dirai où vous pouvez aller chercher de l'info. On va aussi vous proposer des clauses de liquidation préférentielle. C'est-à-dire on va vous dire, attendez, nous les gars, on veut sortir. On pense que vous êtes un champion olympique. Et si on se rend compte au bout du bout que finalement... vous êtes un champion régional, même pas national, ce qui est peut-être pas mal, mais enfin là, on gagne plus beaucoup d'argent. Le deal n'est plus du tout celui qu'on avait imaginé. Entre guillemets, il n'y a plus de raison que vous ayez 66% de la valeur créée. Et les clauses de préférence, en gros, ça dit, je vous ai apporté, mettons, dans un deal aujourd'hui, 2,5 millions, vous m'avez donné 33% de la boîte. Hein, je ne sais pas si j'ai un exemple ici. Voilà. Eh bien, à la sortie, quelle que soit la valeur de l'entreprise, je prendrai, mettons, 1,5 fois mon investissement avant tout le monde. D'accord ? Ce qui, en soi, n'est pas forcément choquant, puisqu'on imagine ensemble que votre boîte, on va la revendre plus de 100 millions. 200, 300. Néolan, 500. Criteo, 1,7 milliard. D'accord ? Que je prenne en premier...
fois et demi, 2 millions ou 2,5 millions. Bon, le problème, c'est qu'il y a très peu de champions olympiques et qu'en fait, très souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va sortir. On va sortir à un moment où votre boîte, elle vaudra peut-être que 4-5 millions. Vous, ça vous paraît peut-être énorme aujourd'hui. Mais si votre boîte vaut 4-5 millions à la sortie, ben moi, je vais récupérer 2,5 millions, mettons que j'ai investi au départ, fois 1,5. Et vous voyez que je reprends bien plus que 33%. Pas besoin de faire beaucoup d'arithmétique là-dessus. Donc en gros, vous pensez que vous m'avez donné 33%, c'est ce qui apparaît sur le papier, mais les clauses que l'on va signer contractuellement dans un pacte d'actionnaires distordent complètement en fait cette réalité. D'accord ? Même chose sur le pouvoir. Ce qu'on veut éviter évidemment, c'est même si on a nous une position minoritaire, c'est que on fait l'investissement de 2,5 millions, on revient vous voir une semaine après et on voit 3 Porsche sur le parking. Pas cool. C'est pas pour ça qu'on apporte de l'argent. Donc même si avec 33%, on a grosso modo que le droit de se taire dans une entreprise et d'écouter gentiment ce que dit la position majoritaire, on va contractuellement vous demander de nous donner beaucoup plus de pouvoir que ça pour contrôler ce que vous faites avec l'argent qui n'est pas notre argent, qui est l'argent de nos clients. Encore une fois. Donc, pas de good guys et de bad guys. Je défends l'intérêt de mes clients. Slide de conclusion. Lever de l'argent, c'est très sympa. Je pense que dans certains cas, c'est très utile. On pourra revenir sur qu'est-ce que c'est très sympa et très utile. La valorisation sans le pacte, ça veut strictement rien dire. Donc quand vous lisez la presse à sensation, Grazia et autres, ou quand vous lisez la presse à sensation économique, un tel qui a levé de l'argent, etc., si on ne vous dit pas exactement ce qui a été signé dans le pacte, en fait, ça ne veut rien dire. Vous n'allez connaître les conditions réelles du deal, en fait, qu'à la sortie. Parce que c'est en fonction de la façon dont votre boîte se sera développée qu'un certain nombre de clauses vont s'appliquer ou pas. Et ça, on ne le sait pas à l'avance, ni vous ni nous. D'accord ? Donc il y a une espèce d'acte de foi qu'il faut faire. Et surtout, ce que je voudrais dire, c'est ça. C'est que quand on est entrepreneur, et j'arrêterai là, en gros, 3 scénarios devant soi. On se plante, on a une aventure sympa, une super performance. On se plante, chez les gens éduqués, quand on regarde l'INSEE, 20% de mortalité à 5 ans. Alors, il y a beaucoup de chiffres, ça dépend des boîtes, ça dépend des secteurs, ça dépend de machin, etc. Mais globalement, là, l'entrepreneur qui s'est débrouillé tout seul, il fait un peu la tête, mais comme il est hyper résilient, il rebondit, il remonte une boîte et tout va bien. D'accord ? Et ça, c'est 20% des cas. C'est ce qui risque de vous arriver. 20% des cas. Pas mal de cas, vous allez vivre une belle aventure. Vous allez avoir une jolie petite boîte. Mon frangin, Hervé. Voilà, il monte, une boîte s'appelle XPR, il fait un produit qui s'appelle ScanFact, scannerisation de factures et de relevés de banque pour des experts comptables. Quelques années après, ils sont 2 associés, 50-50. Ils font, je crois, 3,5 millions, 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais ils font 30% de résultats nets après impôt. Il vit à Toulouse, belle maison, vous imaginez que c'est plutôt une vie sympa. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, il est chez lui, et il gagne plein de pognon. Voilà. Sympa ça, hein ? C'est assez fréquent quand même. Ça peut être plus. Et puis de temps en temps, il y a un mec qui fait JC Decaux. Magnifique succès français. Un de temps en temps. Ça, c'est le scénario autofinancé. Le scénario avec financement, vous avez 20% de chance de vous planter. C'est à peu près ce qu'on observe dans un portefeuille quand on finance des boîtes. 20% qui vont au tapis. Même chose que là. Alors, il faudrait faire des stats très précises, on pourrait en débattre, on a des longs débats sur ces sujets-là. Là, l'entrepreneur, il a quand même un petit sourire derrière. D'abord, l'argent qu'il a perdu, c'est pas le sien. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et surtout, il a été au bout de ses rêves. Il peut dire, j'ai tout essayé. J'avais l'argent, bon, ça n'a pas marché parce qu'une boîte, c'est comme ça ne marche pas tout le temps, ça se saurait. Deuxième scénario, il vit une belle aventure. Boîte à 3 millions, 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Là, très probablement,
les différents articles, les différentes conditions du pacte vont faire qu'il aura été extrêmement dilué, qu'à la sortie, en gros, il n'aura rien. Donc il aura été salarié, il aura dirigé une entreprise, il aura eu tous les moyens qu'il veut, il n'aura pas eu de problème de trésorerie, vous savez ce que c'est, hein, pense à ta trésorerie plus souvent qu'à ta mère, quand on est entrepreneur. Pas de problème de trésor, pendant 5-10 ans la belle vie, bon salaire, voilà, il s'est marré. Mais évidemment, capitalistiquement, il n'a pas grand-chose parce que, en gros, les conditions du pacte vont faire que c'est plutôt les investisseurs qui vont essayer de sauver les meubles. Et donc, de récupérer le peu de valeur qui aura été créé par l'histoire. Et puis, dernier scénario, c'est Criteo, c'est etc. L'entrepreneur est ravi. Il a eu les moyens de faire ce qu'il voulait. Il a eu les moyens d'être le champion olympique qu'il rêvait d'être. Il est le champion olympique qu'il rêvait d'être. Et tout va bien. Vous levez de l'argent. Si vous levez de l'argent, vous regardez une chose, c'est que globalement, le seul scénario dans lequel vous devez vous mettre, c'est celui-là. C'est-à-dire que si vous y allez avec du venture, c'est pour devenir un champion olympique. Voilà. Et sinon, il ne faut pas le faire, parce que vous serez malheureux. Et ça ne veut pas dire d'ailleurs que si vous voulez être champion olympique, vous allez réussir. Hein. Encore une fois, regardez Lavillenie, ça fait troisième fois qu'il essaye. Voilà. J'en reste là, et puis j'attends surtout vos questions. Si vous en avez, ce sera avec plaisir. Oui. Oui, alors le carried interest, c'est quoi? C'est en fait contractuellement un bonus qu'on a vis-à-vis des souscripteurs, vis-à-vis des clients, qui dit qu'à partir du moment où on leur rend 1,5 fois, ça dépend, 2 fois l'argent qu'ils nous ont donné, une partie de la surperformance va être donnée à l'équipe de gestion, donc à la société de gestion, et donc aux partenaires de l'équipe de gestion. Alors, on pourrait tout à fait, bien sûr, avoir des ratchets inversés pour les entrepreneurs, et ça on pratique beaucoup, évidemment, pour les motiver. On connaît ça très très bien dans le LBO, on appelle ça le sweat equity. En gros, qui va vous doper votre performance si vous arrivez à faire un certain nombre de performances vous-même au niveau de la boîte. Oui, bien sûr. On est dans une logique très très financière. Oui. Vous avez dit 20% de mauvaise pioche. Oui. Sur performance, je sais pas. 1 sur 10. Ouais, 1 sur 10, c'est ça. Ouais. Et le reste, pas de différence. Et le reste, c'est le ventre mou. Et nous, on va faire un x0,8, x1, x2, x3, des trucs... Alors, c'est là où il faut être vigilant. La notion de performance pour l'entrepreneur et pour l'investisseur n'est pas la même. Hein. On peut, et à juste titre, hein, j'investissais principalement moi dans le logiciel, dans le secteur du logiciel. 2800 éditeurs de logiciels en France. D'accord ? Donc beaucoup de sociétés d'édition de logiciels. Combien font plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires ? 100. D'accord ? Donc on est déjà vraiment pas mauvais quand on a dépassé ça. C'est pas ce qu'attend un investisseur. Un investisseur, il attend le cran du dessus. Parce que quand vous faites 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous ne valez pas grand-chose. Et donc, on ne fait pas notre multiple. Donc ça, c'est le modèle venture, qui est à peu près le modèle qu'on a partout sur la planète. Hein. Et on pourrait discuter de ce modèle et de sa pertinence. Mais en gros, c'est ça qu'ils cherchent. Oui. Oui, Geoffroy De Vries, j'aime bien ce que vous dites sur la relation investisseur-entrepreneur que je partage tout à fait. Je conseille les entrepreneurs, donc je vois très bien dans le quotidien ce que c'est. Maintenant, est-ce qu'on ne pourrait pas relativiser? J'ai envie de dire, pour des petites startups ou des PME qui n'ont pas atteint un stade de croissance sereine, le rôle de l'entrepreneur, malgré toutes les clauses qu'on peut avoir dans le pacte, il est quand même peut-être plus fort que ce que vous avez pu dire, à mon sens, parce que quand tout va mal,
l'investisseur ne sait pas gérer la boîte. Oui. Et sans l'entrepreneur, la boîte ne vaut rien. Oui. Et là, l'entrepreneur, il a un moyen de pression vis-à-vis de l'investisseur. Autrement dit, c'est vous remettez des billes, sinon je m'en vais. Oui. Et là, l'investisseur risque de tout perdre. Est-ce Oui. qu'on ne peut pas relativiser comme ça le rôle pratique de l'entrepreneur, des dirigeants vis-à-vis des investisseurs? Alors, c'est très vrai ce que vous dites, bien entendu. Quand ça va mal et même quand ça va bien, tout repose sur l'entrepreneur. Ce qu'il faut avoir présent à l'esprit, c'est que côté investisseur, c'est statistique. C'est-à-dire qu'en fait, et ça m'avait vraiment bien plu l'intervention avec le gars qui investissait dans les yearlings, parce qu'il y a une expression dans le monde du venture qui s'appelle le oh shit meeting. C'est-à-dire qu'on sait à l'avance, même si on a passé 6 mois de due diligence sur votre boîte, on a regardé la concurrence, on a été interroger vos clients, on a discuté avec vos partenaires, on a fait un travail de due deal. Il y a 4-5 partenaires qui ont décidé ensemble dans un comité d'investissement qu'ils allaient faire le deal parce qu'ils étaient certains que vous étiez Renaud Lavillenie. On sait qu'assez vite, on va se rendre compte que 9 fois sur 10, on s'est trompé. Et à partir du moment où on s'aperçoit de ça, oh shit meeting, on vous laisse tomber. Alors chez les chevaux, ça en fait des lasagnes. Vous, on ne va pas en faire des lasagnes. Mais bon, on s'est gouré. Ça fait partie du métier. Ça fait partie du modèle. Très bien, on fait ce qu'on appelle un write-off de la ligne. C'est-à-dire que dans l'évaluation de notre portefeuille, la participation, les 20, 30, 40% qu'on a dans votre boîte, on les passe à valeur zéro pour que notre commissaire aux comptes nous valide les comptes. Si vous arrivez à vous en sortir, tant mieux. Si vous n'arrivez pas, tant pis. Et nous, on va se concentrer sur les 3-4 encore qui ont peut-être le potentiel d'être le cheval qui va faire le Grand Prix d'Amérique. Et ce qu'il expliquait, c'était très marrant, c'est que c'est exactement ce qu'ils font. Ils les sélectionnent dans les marchés, les chevaux, ils les repèrent, ils les font courir un peu, ils se disent « Oh purée, celui-là, on n'a pas vu ça. Allez, dégagez. On ne va même pas dépenser de l'argent à lui payer son picotin d'avoine. Allez, on s'en... Voilà. Et puis on en repère 4-5, ceux-là, on ne s'est pas trompé. Peut-être. Et puis on essaye de... Voilà. Donc oui, vous avez un moyen, entre guillemets, de pression possible, tant qu'on croit en vous. À partir du moment où on ne croit plus que vous êtes le champion, vous faites ce que vous voulez, on s'en fiche. Vous allez faire partie de notre tableau statistique. Et c'est pas méchant. Hein, attention, hein, encore une fois, il n'y a pas de good guys et de bad guys. C'est nous, nos clients, on veut leur faire plaisir. Et vous êtes plus qu'un cheval. Je suis pas inhumain. Hein, et vous êtes plus qu'un tableau d'un artiste. C'est pas ça que je dis. Donc ça n'empêche pas qu'il y ait un respect humain. Mais la relation professionnelle, c'est, je suis désolé mon gars, mais c'est comme si vous avez un fournisseur qui a bossé avec vous un certain temps et puis il vous a aidé au démarrage. Et puis vous en trouvez un autre qui, pour tout un tas de raisons, vous vend la même chose 3 fois moins cher. Et puis d'un autre côté, vos clients qui font une super pression sur les prix. Il y a un moment, votre fournisseur, vous allez lui dire écoute mon gars, je suis désolé, mais je te laisse tomber, je ne peux pas bosser avec toi. Tu es un gars sympa, tu es adorable, je t'aime, tout ce que tu veux, mais professionnellement, ce n'est pas possible.